Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait le test d'un objectif unique, le Sigma 28-105 mm f2.8. C'est une catégorie d'objectifs qui commence à apparaître. Canon a été le premier, eux c'était un 24-105 f2.8. Donc une grande polyvalence mais une ouverture constante à f2.8. Sigma arrive, donc c'est pas un 24 mm, c'est un 28 mm, 105 mm f2.8. Et je dois dire que c'est le genre d'objectif où on se dit, est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que ça apporte? Pour qui c'est? Pour qui c'est pas? C'est vraiment les questions auxquelles on va essayer de répondre dans ce test. Allez, juste avant que vous regardiez cette vidéo, 20 secondes pour vous faire découvrir mes formations en ligne, initiation à la photo pour maîtriser la technique et former son œil de photographe pour libérer votre créativité, apprenez à développer vos RAW sous Lightroom ou Capture One et bien sûr, apprendre à aimer Photoshop. 15 000 photographes ont fait confiance à mes méthodes, pas de blabla, pas de termes pompeux, tout est expliqué en langage simple, scannez ce QR code ou rendez-vous sur damienbernal.com. En termes de fiches techniques f2.8 à f22, on est sur un diaphragme à 12 lamelles et ça a son importance parce que c'est le seul chez Sigma à avoir un nombre pair de lamelles et vous allez voir tout à l'heure que ça a un impact sur les images. Regardez, les autres sont à 11 lamelles, nombre impair, et ça change tout sur le soleil en étoile, on verra ça tout à l'heure. En termes d'autofocus, il a la dernière génération de moteur autofocus de chez Sigma. Malheureusement, aujourd'hui encore, Sony a décidé de limiter les marques tierces à 15 images par seconde en termes de rafale. Donc si votre boîtier est capable de faire plus, il va être limité. Pas de stabilisation, 18 éléments répartis en 13 groupes, étanches à la poussière et à l'humidité. On peut mettre des filtres d'un diamètre de 82. En termes de taille, c'est un peu plus compact que les anciens 70-200. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est facilement transportable, qu'on peut utiliser toute la journée sur le terrain sans fatiguer sur les bras, sans monopode. 995 grammes pour cette catégorie d'objectifs-là, c'est un poids vraiment raisonnable. Pour moi, il n'y a pas de sujet sur ça. Il y a une particularité sur cet objectif-là, c'est qu'il arrive à faire la mise au point à 40 cm, quelle que soit la focale à laquelle vous êtes. Ça aussi, c'est très rare. D'habitude, ça varie en fonction de la focale. Typiquement, si vous regardez le 24-70 2, il va atteindre son agrandissement maximum de 0,37 uniquement à la position 24 mm. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire de la proxy macro quand vous êtes au grand angle. Ça ne va pas du tout être pratique. Il va falloir vous approcher beaucoup trop. Vous allez faire de l'ombre, vous allez faire fuir les bêtes. Ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous êtes capable, à 105 mm, d'avoir un rapport d'agrandissement de 0,32 à 40 cm. Donc ça en fait en fait un objectif encore plus polyvalent. Et en termes de prix, je le trouve raisonnable, 1649 euros. En fait, c'est 300 euros de plus qu'un 24-70 de 8 DGDN2. Et Sigma aujourd'hui a 3 objectifs stars entre guillemets. On a le 24-70 qui est l'optique compacte et polyvalente par excellence, le transstandard. On a un 28-45 f2.8 qui lui est très lumineux, est en zoom interne et vise plutôt les vidéastes. Et on a ce 28-105 où on se demande un peu pour qui il est. Lui, il vous apporte plus de polyvalence parce que vous avez la plage de 70 à 105 mm. À quoi elle sert cette plage 70 à 105? Elle sert principalement aux portraitistes, ceux qui veulent un peu plus de bokeh et ceux qui ne veulent pas s'arrêter à 70 mm. Souvent, la majorité des photographes utilisent du 85 mm pour faire du portrait. Ici, on a un zoom avec cette plage-là. Et ici, on est dans la gamme Art de chez Sigma. Ça veut dire qu'on a la performance maximale, que ce soit en termes d'autofocus ou que ce soit en termes de piqué. Moi, je l'ai testé avec le A7R5 61 millions de pixels et clairement, il n'y avait aucun problème, j'avais mon A9 III en termes d'autofocus et pareil, ça marchait bien. Avec cette possibilité de proxy macro, 40 cm à toutes les focales, ça veut dire que regardez, vous voyez une chaîne comme ça, vous pouvez vous approcher et vous pouvez faire du détail sur la mousse. Donc ça, c'est quelque chose qui, sur le terrain, en fait un objectif polyvalent. En termes de polyvalence focale, 28 mm, c'est ça, 105 mm, c'est ça. Donc un objectif qui est évidemment très polyvalent. Et la différence entre 70 et 105, 70, 105. Donc voilà, il n'y a pas une différence énorme entre 70 et 105. Moi, je pense que sur un capteur à haute résolution, il suffit de cropper un peu, on a quelque chose d'à peu près équivalent. Mais pas tout à fait, parce que quand on regarde bien en termes de portrait, entre 70 et 105, on a quand même plus de bokeh, clairement, à 105 mm. Et on a surtout une compression des plans qui fait que l'image est presque totalement différente en définitive. Un portrait de quelqu'un qui sait qu'il va faire beaucoup de portraits, je trouve qu'un 28-105, ça a quand même un avantage par rapport à une optique qui s'arrête à 70 mm. Pour le piqué gamme Art, Sigma nous dit qu'il faut s'attendre à un piqué supérieur à un 24-70 DGDN2 et c'est exactement ce que j'ai trouvé dès la pleine ouverture. On est quasiment au maximum de ce que peut délivrer un 61 millions de pixels. Ça s'améliore légèrement pour passer à f4.
mais on est déjà très très haut hein, dès la pleine ouverture. Et on a une homogénéité moyenne par contre. C'est-à-dire que sur l'homogénéité, si vous faites du paysage, bah, vous allez faire votre paysage à f8, vous allez avoir quelque chose de plutôt bon, mais pas non plus excellent sur les côtés. En milieu de zoom, pareil, on a un piqué vraiment très très bon dès la pleine ouverture. On gagne un tout petit peu à fermer à f4. Et en termes d'homogénéité, on s'en sort un peu mieux. Alors on a toujours un peu de vignettage, mais dès f4, je trouve que on atteint une très bonne homogénéité. Et à 105 mm, on est déjà très bon à pleine ouverture, mais on devient excellent à partir de f4. Et en termes d'homogénéité, c'est pas si mal. Dès f4, je trouve qu'on a une homogénéité parfaite et on est déjà très bon à pleine ouverture. Rien de spécifique sur le bokeh, c'est rond comme d'habitude au centre. Et effectivement, c'est tronqué hein, en œil de chat ici dans les bords. Et on n'a pas spécialement d'onion ring ou d'aberration chromatique un peu bizarre comme ça quand on a un bokeh spéculaire. De manière générale, je trouve qu'on a un bon bokeh. C'est pas non plus le plus doux des bokehs, mais c'est quelque chose de très bon. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Sigma l'a pas vue avant ni n'a donné aucune consigne. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir mon travail en l'achetant chez ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien lorsque vous êtes dans le panier. Moi, ça me permet de toucher une petite commission pour rémunérer mon travail où justement, je refuse toutes les rémunérations des constructeurs. Ça m'aide beaucoup. Allez, on enchaîne. En termes d'autofocus, j'ai testé avec un A9 III et franchement, il n'y a vraiment pas de sujet. Vous voyez, super bokeh derrière, super piqué. Hop. Là, je suis zoomé à 100%. Ouais, vous voyez, super rendu, je trouve. Et j'ai eu l'occasion au Puy du Fou, notamment, de tester sur des animaux. Et franchement, ça marchait nickel. Ici, sur des faucons. Ça suivait bien. Ah ouais, voilà, celui-là, il me fonçait dessus. Vous voyez, il y a un loupé, là, sur cette photo-là. Mais tout de suite, il a repris. La majorité des photos sont vraiment nettes. Donc moi, je pense qu'on est à peu près à 80% de photos nettes. Les moteurs m'ont paru vraiment rapides parce que là, pour le coup, ça allait extrêmement vite. Et regardez le bokeh qui est derrière, on isole bien son sujet. Mais jusqu'à là, on a parlé beaucoup photos. Quand Canon a sorti son 24-105, eux, justement, ils l'ont marketé vidéo principalement. Et j'ai été étonné que Sigma ne markete pas plus vidéo, cet objectif-là, parce que pour moi, c'est tout simplement un outil dingue pour les vidéastes qui a vraiment aucune équivalence aujourd'hui sur les moteurs Sony. En fait, on a une polyvalence qu'on va avoir avec aucun zoom. Et autant en photo, on peut dire, c'est pas grave, je vais cropper un peu. Autant en vidéo, ça marche pas pareil. Et avoir cette polyvalence-là en vidéo, ça va vous permettre de faire des plans que vous n'auriez pas fait sans ça. Et moi, je dois dire que sur le terrain, je me suis amusé à être à 105 mm. Puis ensuite, avoir la volonté de dézoomer. La bague est extrêmement bien faite et ça implique jamais une image floue quand vous zoomez ou vous dézoomez. Moi, je trouve que les plans à main levée, malgré le fait de ne pas avoir de stabilisation, ici, c'est pas stabilisé en poste. Hein. C'est vraiment sorti du boîtier, c'est comme ça. Je dois dire que ça bouge pas dans tous les sens, ça marche extrêmement bien. Et l'autofocus fait parfaitement son job. C'est compatible avec du 120 images par seconde, comme on le voit ici. Et en fait, ça en fait une optique. Moi, je trouve qu'en vidéo, j'ai rarement besoin d'aller sur une ouverture plus grande que f2.8, même ici dans des situations d'extrême basse luminosité où il y a très peu d'éclairage, ça marche bien. Et j'ai trouvé aussi les transitions de zoom, quand on veut comme ça faire une bascule de points, marche bien. Et moi, pour moi, c'est une optique qui va être géniale et quasiment sans équivalence pour un vidéaste. Parce que là, vous avez un outil avec lequel vous allez faire des plans que vous n'auriez pas pu faire avec un autre objectif. Et ça, moi, je me suis plus régalé sur la partie vidéo, y compris de nuit, que sur la partie photo, parce que vraiment, là, pour le coup, même de nuit totale, f2.8, moi, en vidéo, ça me suffit. Et il est compatible avec à peu près tout ce qu'un vidéaste a envie de faire, sachant qu'on va le voir hein, sur les tests de mire, ils ont évidemment mis les petits plats dans les grands, l'autofocus fonctionne nickel, j'ai pas le moindre flou, les moteurs sont rapides, mais il faut savoir aussi qu'ils ont travaillé sur le focus brushing et sur le parafocal. Donc on est sur un objectif qui a quasiment pas de focus brushing. Donc vous savez que vous allez pouvoir désactiver la mise au point, ça ne va jamais pomper, ça va être très facile en fait, même pour le boîtier de faire la mise au point sur un objectif comme ça. Et donc ça vous assure très peu de pompage. Et ici les parafocales. Donc je fais la mise au point à 105 mm f2.8, je reviens à 28 mm même sans mise au point. Et hop, ça n'a pas changé. Ma mise au point reste valide quelle que soit la focale. Et tout ça, combiné avec la polyvalence qu'il vous offre grâce à son rapport d'agrandissement à toutes les focales, ça en fait un sacré outil pour les vidéastes. Bon, je vous le passe rapidement, hein, mais évidemment, comme d'habitude, j'ai cherché le flair. Moi, sur le terrain, quand je l'ai utilisé, j'ai jamais eu le moindre flair. Donc, pour moi, le flair, c'est pas un sujet, mais quand on cherche le flair à tout prix, qu'on passe 10 minutes à essayer de trouver une situation où enfin on va avoir du flair,
On peut finir à un moment donné par avoir une bille de flair comme ça, c'est possible. Et même, je crois, un peu plus, voilà. Le pire des flairs que j'ai trouvé, c'est celui-là. Mais j'ai jamais vu aucun flair. Et pour moi, la contrôle du flair est ce qui se fait de mieux. Et c'est la même chose pour les aberrations chromatiques, où j'ai trouvé que dans des situations très complexes, comme ici, où il y a vraiment un gros éclairage et des grosses zones où clair foncé, franchement, il n'y a pas d'aberration chromatique. Alors oui, hein, comme sur tous les objectifs de ce niveau-là, on a évidemment un peu de distorsion. Elle est corrigée, vous avez les profils de correction dans les logiciels. Sur les JPEG, vous ne les voyez pas puisqu'ils sont automatiquement corrigés. On a une distorsion qui est plutôt en moustache, donc une distorsion complexe au grand angle. Et ensuite, on passe en distorsion en coussinet 50 mm, 105 mm. Et donc, je vous le disais, une des particularités de cet objectif-là, c'est d'avoir un nombre de lamelles pair. Et souvent, je vous dis, moi, je trouve que les objectifs Sigma, ils n'ont pas un soleil en étoile très joli. Et Sigma explique qu'avec cet objectif-là, c'est le seul de leur gamme, et ils disent qu'ils n'ont pas prévu d'en faire d'autres derrière, avec un nombre de lamelles pair. Et clairement, ça se voit, c'est-à-dire que c'est le premier Sigma où je peux vous dire, bah non, lui, il a vraiment un joli soleil en étoile. Un joli soleil en étoile, c'est ça. C'est un cœur qui est assez défini, assez petit, des branches bien espacées, bien nettes, sans flair, et avec un nombre comme ça qui soit pas trop élevé. Et bien clairement, ici, ils ont fait le job. Et ça, c'est vrai que pour avoir un beau soleil en étoile, c'est probablement le meilleur Sigma sur le marché. Au final, on a un objectif absolument unique, que ce soit pour les photographes qui voudraient la plage 70 à 105 pour les portraits, ou les vidéastes qui ont un outil extrêmement polyvalent et qui est très bien conçu. Vous pouvez soutenir mon travail sur ipln.fr avec le code créateur Damien, lien dans la description. Salut!